Bonjour, merci d'être venu à notre présentation. En fait, avant de commencer la présentation, en fait, il y a ici en dessous, là, il y a un lien vers le tuteur, parce qu'en fait, il y a un sondage à remplir, si vous voulez. Mais je vais vous poser aussi les questions hein, pour faire un peu le sondage en live. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec des laboratoires de recherche? Pas, si vous levez la main, d'accord. Et quel est votre ressenti en travaillant avec des laboratoires de recherche? Donc ça s'est bien passé ou vous avez rencontré des difficultés, par exemple pour la mise en production de leurs solutions? D'accord, ok. Et la troisième question, c'est que vous êtes venu à notre présentation, vous êtes plutôt intéressé, c'est par la technique? Par la technique ou ok, par les applications IA dans les entreprises? D'accord. Et ou c'est par le transfert des technologies entre ok, ou c'est juste par la curiosité pour savoir ce qu'on raconte. Bon, ok, très bien. Du coup, je pense qu'on va commencer la présentation et j'ai à peu près une idée. Donc, moi, je travaille dans une association qui s'appelle CATI. Nous, on se base dans la région Nouvelle-Aquitaine. On est fondé justement par la région. Bon, pardon, je ne vais pas m'approcher de là-bas. Et on est en fait statut, on est une association, on fait pas de, qui est en but lucratif. Notre but, c'est de faire le transfert des technologies entre les laboratoires et les entreprises. Ça veut dire que quand il y a une entreprise qui a une activité de R&D, du coup, ils peuvent nous voir, on va les accompagner dans les tâches de R&D. Ça veut dire qu'on fait un peu de la recherche. Et on peut aussi dialoguer avec les laboratoires pour faciliter un peu le transfert de compétences. En fait, on est 3 unités. On est composé de 3 unités. On peut le passer. Oui. Ah mince. Ah oui. Ça charge un peu lentement. Voilà. En fait, on a une unité, c'est algorithmes et données. C'est là où je travaille. J'ai un peu oublié que je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Aurore, je suis data scientist chez Ocati. Donc, algorithmes données, c'est mon unité. C'est là où se trouve le cœur d'équipe qui travaille sur les solutions intelligence artificielle. Donc, on fait du machine learning, du deep learning. On peut traiter les données en format image, les sons, etc. Deuxième unité, c'est système cyberphysique. Ce sont mes collègues électroniciens. Donc, eux, ils fabriquent les capteurs. Ils font leur propre carte électronique. Ils ont aussi un robot. Donc, en fait, pour les gens qui n'ont pas vu notre stand, on est juste là derrière. Cathy. Il y a aussi le robot Epoch qui est là. Donc, vous pouvez aller voir après la présentation si vous voulez. On a une troisième unité, c'est facteur humain. Ça veut dire que ce sont des collègues qui travaillent plutôt dans la neuroscience, dans la psycho, et pour en fait aider l'intégration des applications numériques. Parce que des fois, on peut avoir une application hyper forte au niveau technique. Par contre, ça ne veut pas dire qu'au usage, ça facilite vraiment la vie des humains. Il faut que ça s'intègre facilement et dans nos habitudes et rendre la vie beaucoup plus efficace. Donc, c'est eux qui sont les experts là-dessus. Donc, on est 3 unités très complémentaires. Ça veut dire qu'on a chacun ses expertises. On peut travailler sur un produit vraiment sur une chaîne très complète. Et comme moi, je travaille dans l'unité algorithmes et données, du coup, je vais présenter un peu plus nos activités. En fait, nous, on a plusieurs expertises. Donc, il y a blockchain, et, des solutions cloud et des big data.
Je vais parler ce que je connais le mieux, c'est l'intelligence artificielle. Donc, comme j'avais dit, on développe des solutions machine learning et deep learning. On fait du vision par l'ordinateur, le traitement de langage et aussi les speech to text. Voilà. Bon, j'ai un slide qui est dédié à notre équipe Cathy Robotics. Pourquoi le test ne charge pas, je ne sais pas. Ah, OK. Donc, en fait, avec l'unité SONU, notre unité électronique, on a fondé une équipe en 2018 pour participer à la compétition RoboCup. C'est la compétition internationale de robotique. C'est pour pousser la recherche dans le champ de robotique plus loin encore. Nous, on participe dans la Ligue Service Domicile. Donc, on a notre robot et on peut faire la navigation, la cartographie, la pièce. Du coup, il va concevoir une carte. Et après, on fait aussi la vision, ça veut dire qu'on fait la reconnaissance faciale. Et on peut suivre une personne. Et on peut aussi faire... Enfin, le robot, si vous allez voir tout à l'heure, il a un bras. Il peut faire les tâches grasping. Il peut aussi... Enfin, du coup, on a bricolé là-dessus, on a modifié un peu les doigts, il peut manipuler les objets, il a une ventouse, il peut aller aspirer les objets, par exemple, comme un œuf. Voilà. L'équipe est fondée en 2018. On a reçu le robot en été 2018. En 2009, on a fait notre première année de compétition à Germain Open. On est arrivé, c'est la première année qu'on a participé à ce genre de compétition. Donc la première fois en Allemagne, on est arrivé à 2e place. Voilà. Et après, en juillet 2019, on est parti en Australie pour faire la compétition internationale de RoboCup. On est arrivé à la 3e. Et après, il y a une compétition en Angleterre en septembre, Cyrock. On est arrivé à la 2e place aussi. Donc après, normalement c'est RoboCup 2020, mais ça a été reporté en RoboCup 2021, qui aura lieu peut-être le mois de juin. La date n'est pas encore définie, à Bordeaux. Bon. Tout à l'heure, j'ai parlé on a une solution de speech to text qui s'appelle Macarena. On veut faire maintenant en français et en anglais, et on utilise 2 approches. Donc, une approche, c'est end-to-end pure deep learning, en utilisant des réseaux convolutionnaires. Après, une deuxième approche, c'est en utilisant CalDi. Donc, c'est une approche hybride. Ça veut dire qu'on va extraire les features plus avancées avec le son. Et après, on nourrit un réseau de neurones. Et tout ça, c'est basé sur la framework CalDi. L'avantage, en fait, on est en train de faire le benchmark sur les 2 solutions, sur la performance, sur le coût pour entraîner le modèle, parce que souvent, entraîner un modèle pur deep learning, c'est très coûteux. Donc, il faut beaucoup de ressources. Par exemple, il faut plusieurs GPU pendant une semaine, un truc comme ça. Par contre, les approches hybrides, souvent, ça nécessite moins de ressources, ça entraîne pendant moins de temps. Et en plus, il a besoin de moins de données. Donc, on est en train de comparer ces 2 approches-là, parce que des fois, le truc de deep learning, c'est bien, mais des fois, l'approche hybride, c'est plus adapté. Par exemple, pour les langues qui sont moins populaires qu'anglais, français ou allemand, ils ont moins de enregistrements. Du coup, dans ce cas-là, peut-être on plutôt s'orienter vers une approche hybride, au lieu de faire une approche pure deep learning qui va consommer beaucoup de ressources. Finalement, ça ne donne pas un bon résultat. Voilà. Bon. Après, en fait, comme je disais, j'ai fini de présenter Cathy. Et comme vous le savez un peu maintenant, Cathy accompagne les entreprises dans les activités R&D. Du coup, on a invité Jennifer, c'est la directrice de R&D chez Geosat, donc notre partenaire. On a fait 3 projets ensemble.
Elle est là aujourd'hui pour témoigner un peu notre travail ensemble, collaboration, et ce qu'on a fait ensemble et on a pu mettre en place, et comment on a pu travailler ensemble. Voilà. Je lui passe les paroles. Merci Aurore. Et je voudrais remercier l'invitation pour faire ce témoignage. Je m'appelle Jennifer Simeon et je suis de l'entreprise Geosat. Nous, on est experts sur la cartographie en 3D et 2D. Principalement, on intervient sur l'infrastructure et des transports. Donc, Geosat a une activité assez diversifiée. On est récemment plutôt une PME, une entreprise de petite et moyenne taille. On accroît à un taux de quelque chose comme 20% par an. Donc, c'est assez important comme croissance. Donc, nous avons besoin de l'aide de Cathy pour plutôt gérer le volume de nos données. On a beaucoup de données qui est acquis par un système de mobile mapping. On a aussi des différents types de données de géoradar, de services topographiques classiques. Donc, tout ça, c'est des données géospatiales. Et d'organiser tout ça, c'est vraiment un défi. Et comment de stocker, exploiter ces données et traiter. C'était l'une des problématiques où on avait approché Cathy pour nous aider. Comme j'avais dit, on a une croissance assez importante. On a plus en plus de différents sites partout en France et aussi à l'international. Et on a attiré beaucoup d'attention sur les médias. Le directeur fait en permanence des interventions avec les journaux. On a été invité à Biarritz pour le J7 pour présenter notre activité en Nouvelle-Aquitaine. On fait aussi une levée de fonds de 10 millions d'euros et pour accompagner notre croissance et renforcer le R&D. Et Cathy figure vraiment comme collaborateur sur nos activités R&D. Donc, le titre de présentation, c'était Smart City et mobilité. En fait, le premier projet on avait fait avec Cathy, c'était un projet qui s'appelle PESAMBRE. Et c'est de plateforme, stockage et analyse nuages de points. Nos données, principalement, c'est des nuages de points. C'est des mesures faites par un laser qui a un laser qui fait une rotation très haute fréquence et ça mesure l'espace en 3D. Et c'est une mesure très précise. Et ce type de données, c'est très non structuré, c'est très difficile de travailler et manipuler. Et de créer les cartes avec ces types de données, c'est très fastidieux et chronophage. On avait, sur ce projet de PESAMBRE, cherché des solutions avec Cathy pour stocker nos données, comment de mettre en place des types des pipelines et workflows pour faire marcher nos solutions IA. On a aussi développé des modèles, des algorithmes avec eux. La durée du projet, c'était 18 mois, mais dans ce petit espace de temps, on a couvert pas mal de différents sujets qui étaient très intéressants. Donc, l'un des différents sujets, j'ai évoqué ici, c'était machine learning, aussi de calcul de performance sur le cloud. On avait aussi fait de modèles IA pour la segmentation de nuages de points, compression des données à nuages de points et aussi des algorithmes de computer vision. On avait mis en œuvre pour analyser nos données. Nous sommes
très ravie de cette collaboration, de cet accompagnement avec Cathy. Donc, on avait relancé un deuxième projet qui s'appelle Dynamo. Et ça, c'est plutôt pour cartographier et créer des cartes qui sont très précises en géolocalisation. Donc, nos clients demandent précision en absolu, position absolue de 2-3 cm. Donc, c'est très, très exigeant. Nous cherchons des solutions avec des Cathy pour voir comment implémenter certaines des méthodes de SLAM pour affiner cet positionnement en plus de données de GNSS et de centrales inertiales. Donc, avec des techniques de SLAM, on peut affiner en plus de précision de nos cartes qu'on génère. Le GNSS, ça fournit une donnée de précision métrique, de l'ordre métrique. Avec le IMU, ça peut nous aider d'affiner cette position, mais ça reste toujours relative. Et puis, avec les techniques de SLAM, on peut utiliser les données de vision, comme le lidar ou la caméra, pour encore arriver à une position encore plus fine. Ça, c'est nos projets de témoignage de nos projets avec les Cathy. Et je laisse Aurore reprendre un peu plus le sujet. Je vais juste compléter un peu mon ressenti avoir travaillé avec Geosat. Parce que Geosat, c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé quand je suis arrivée au Cathy. Ça fait 4 ans et demi que je travaille au Cathy. Ça a été un très bon souvenir parce qu'en fait, au début, au fur et à mesure, on voit qu'eux, ils évoluent. Du coup, ils sont venus avec les difficultés de plus en plus, des problèmes de plus en plus difficiles. Parce que c'était en 2016, déjà, pour une société qui possède autant de volume de données, c'est très rare. En fait, comme c'est des voitures comme Google Car, ils roulent dans la rue et il peut collecter beaucoup de points. Par exemple, sur 100 mètres de la rue, on peut avoir déjà 13 millions de points. Donc voilà, 100 mètres de rue pour traiter, pour segmenter le nuage de points, 100 mètres, c'est pas beaucoup, quoi. Et du coup, on a réussi à le rediriger vers plutôt les stockages, les solutions de stockage distribuées, notamment utiliser les services dans AWS. Et après aussi, il faut réussir à trouver un format mieux compressé, non perte pour ce genre de données. Et après, l'idéal aussi, c'est de faire lecture directement avec ces formats compressés aussi. Du coup, on a réussi à concevoir un pipeline aussi dans AWS pour justement le moment on déclenche la demande avec, par exemple, AWS Lambda. Après, derrière, il déclenche l'analyse de nuages de points. Je crois qu'on a pu traiter 160 millions de points peut-être en une demi-heure. Dans mon mémoire, c'était ça, mais je ne me rappelle plus exactement. En lisant en fait le format compressé. Voilà. Et on a aussi essayé de déjà commencer. Au début, on a commencé par les analyses de nuages de points uniquement en des techniques traitement des images, après de machine learning. Et après, petit à petit, on s'est orienté plutôt vers du deep learning. Voilà. Ça, c'était la première phase du projet. Et là, en ce moment, nous, on a un projet avec Geosat en cours, comme Dynamo, comme Jennifer avait parlé. Du coup, cette fois-ci, ils sont venus avec des problèmes encore plus... qui touchent un peu la recherche, par exemple, notamment sur le problème de SLAM. C'est que normalement, GPS donne des positions assez précises, mais des fois, ce n'est pas le cas à cause du rebond, etc. Du coup, comment fermer bien la boucle? Ça, c'est vraiment pas facile. Et ça, c'est un de mes collègues qui travaille sur ce sujet-là. Et moi, en fait, je travaille totalement sur je traite les problèmes de nuages de points. Par exemple, comment on peut sous-sampler le nuage de points.
Parce qu'on a un problème, c'est qu'on aimerait concevoir un modèle un peu plus général qui n'est pas dépendant de la pattern de capteur d'acquisition. En fait. Après, comment on peut savoir la dataset qu'on a, c'est une dataset de qualité, par exemple, ce genre de choses. Et ils ont aussi sur leur voiture, ils ont aussi des caméras qui prennent des photos au 360 degrés. Et comment on fait des détections d'objets là-dessus, ça c'est aussi. Du coup, je vais vous présenter un sujet sur lequel je travaille, c'est en cours. C'est de la détection d'objets sur les images panoramiques. Ouais, voilà. En fait, maintenant, avec les robotiques et tout ça, avec des caméras, on a de plus en plus d'appareils qui peuvent prendre les photos avec un point de vue très très large. Du coup, par exemple, avec 360 degrés, finalement, en fait, on regarde le monde, on peut voir ça, c'est 360 degrés. C'est juste qu'on est tellement habitué avec les images 2D, et on est tellement habitué de traiter ce genre d'images, on n'a pas l'habitude de traiter les images en sphère. Ouais. Du coup, ce genre d'images, il y a un problème, c'est que souvent on le traite, on fait des projections. Par exemple, la projection, on utilise le plus souvent, c'est écu rectangulaire. Ah, on a perdu la présentation. Du coup, quand on fait des projections comme ça, vous allez voir dans les slides, c'est qu'on introduit les distorsions dans les images. Surtout, une fois on proche des pôles, voilà, les deux points. Du coup, les images, les distorsions sont plus graves. Mais dans ce cas-là, si on veut faire les détections d'objets, souvent on utilise du deep learning avec des réseaux de neurones convolutionnaires, que ça marche bien. Par contre, quand l'objet a une distorsion, mais comment on fait? Comme si on utilise toujours les convolutionnaires, des opérateurs de convolution classiques, ça veut dire qu'on doit faire beaucoup d'augmentation des données pour lui, il apprenne les bons futurs pour dire que cet objet-là peut être, de distorsion peut être comme ça, comme si, voilà, pour qu'il voit beaucoup plus de cas. Mais ça, c'est pas pratique déjà parce qu'il faut avoir beaucoup de données, il faut annoter, il faut faire la recommandation. En plus, le résultat, c'est pas idéal. Du coup, là, on est sur cette tâche-là. On a fait d'abord un état de l'art. Parce qu'on cherche maintenant, est-ce que dans le monde de recherche, il y a des chercheurs qui déjà donnent une solution là-dessus. On est tombé sur plusieurs solutions. Il y en a une, c'est de faire la transformation de Fourier carrément sur les fonctions de groupe. Parce qu'en fait, on prend en compte la rotation des objets. Parce que le réseau neurones convolutionnaire ne gère pas la rotation. Mais le problème, c'est qu'avec ça, c'est une approche trop complexe par rapport au problème, parce que sur les images comme ça, là, panoramiques, en fait, on n'a pas vraiment de rotation dans ce sens. C'est juste, il y a une seule direction. Donc, ce problème-là, c'est un peu trop, comme un marteau qui veut tuer une mouche, c'est un peu trop complexe. Du coup, il y a une approche qui est proposée aussi par une université en Allemagne, c'est d'encoder cette variance, cette distorsion dans le noyau de convolution, l'opérateur de convolution. Voilà. Donc, juste pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'opérateur de convolutionnaire qui fonctionne comme ça, en fait, il y a une petite fenêtre de 3 par 3. Imaginez une image 2D, c'est une matrice de 2D. Hein. Il y a des rangs, il y a des colonnes. Et du coup, le truc de convolution, c'est qu'on a une petite fenêtre de 3 par 3. On va glisser sur l'image. Et après, on fait la multiplication et on fait la somme. Du coup, ça réduit un peu la taille. Du coup, on l'appelle feature map. C'est là où ils apprennent les features, genre comme les contours, comme un peu après la fin, il va prendre les textures aussi, tous les features qui peuvent les faire distinguer d'un objet à l'autre. Mais ce genre de convolution, il a vraiment un souci, c'est que c'est très rigide. Parce que souvent on voit d'image, c'est en 2D et il y a un début et un fin, il y a le bord.
Par contre, pour une image 360 degrés, surtout une fois qu'on projette sur la ligne horizontale, enfin longitude, il n'y a pas de fin. Ça veut dire il y a parce que il faudrait imaginer un peu dans la tête, c'est un sphère. Dans ce sens-là, ça finit jamais en fait. Il y a un objet qui peut, une fois être projeté sur 2D, ça peut couper en deux. Donc, si je trouve les deux côtés. Mais avec le convolutionnaire classique, là, ah non, ah mince. Oui, c'est ça. Classique, il ne peut pas prendre en compte ce genre de distorsion. Parce que, et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoder ça dans le noyau pour le projeter sur le plan tangente de l'objet. Parce que, en fait, quand on regarde un objet qui est sur l'image de 360 degrés, quand on se fixe le centre de notre point de vue, on regarde l'objet en face, en fait, il est toujours, il n'y a pas de distorsion, en fait. Du coup, on peut annoter les données de cette manière-là. On projette le centre et après, on le reprojette sur le plan tangente. On le mesure la taille de bounding box. D'accord? Mais dans ce cas-là, quand on reprojette sur les images de écu rectangulaires, on va voir le noyau de convolutionnaire, il a aussi il a aussi des distorsions. Par exemple, ici, j'ai un objet qui se retrouve au bord des images. Du coup, le croix bleu, c'est le convolutionnaire classique. Et il est toujours resté en format rigide 3 par 3. Et par contre, quand il encode les distorsions, et les points rouges et aussi sont dispatchés, sont projetés différemment selon là où les images, quoi. Quand on est proche en haut, là, au pôle, du coup, l'image devient un peu plus large, du coup, les points aussi. Voilà, ça c'est pour... du coup, la notation de données, ça change aussi. Du coup, on le amène sur les coordonnées polaires. Du coup, on va le annoter en l'altitude et longitude avec le centre d'image. Une fois on a les données, et on le nourrit avec un réseau neurones classique avec FastRCNN pour générer les proposals de région. Et puis, avec les objectifs multiples, par exemple, une régression pour prédire où est la bounding box et aussi la classe de l'objet. Cette partie-là, ça rejoint la partie classique de la détection des objets. Bon, j'ai un peu mieux résultat, c'est à encore continuer à améliorer, mais ça montre que ça détecte les objets qui sont qui se trouvent aux zones un peu à l'extrême, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est des gens qui font des parachutes. Hein. En haut, là, il y a une personne, en fait, il se retrouve vraiment sur les images, quand c'est en sphère, au pôle. Du coup, une fois qu'on projette, la personne, l'image, il y a une distorsion, il est allongé. Il devient très très long. Du coup, c'est tout en haut là. Je ne sais pas si vous voyez mon souris. Du coup, non, bon, ok. Du coup, voilà. Et après, on a aussi des images pour détection, pour détecter les voitures et les marquages au sol. Voilà. Ensuite, il faut que déjà, sur ce POC-là, on a vu que c'est une approche qui peut marcher. Et la prochaine étape, c'est de faire des benchmarks avec des approches traditionnelles, en plus de calculer un peu des métriques pour être sûr que c'est une approche qui peut être généralisée. Voilà, ça c'est notre activité. C'est comme ça. J'entre un peu dans les détails techniques et c'est juste pour montrer quel genre de problématiques qu'on travaille. On est capable d'intervenir dans nos quotidiens et comment on procède notre travail avec les entreprises et quel genre de problèmes qu'ils nous soumettent. Voilà. Je ne sais pas si il y a des références. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. Cette question?
Non. Et du coup, merci d'être venu. C'est la fin de la présentation. Merci.